Bonjour Monsieur Pierre Steiner, pardon. Donc nous sommes le Café des Lumières. Nous venons parler avec vous aujourd'hui de qui vous êtes et de vos travaux. Donc est-ce que dans un premier temps vous pourriez vous présenter à nos auditeurs? Bien. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Merci de m'avoir sollicité pour cette présentation et cet échange. Alors, je suis enseignant-chercheur ici à l'Université de Compiègne depuis 10 ans. Et je travaille, mes travaux d'enseignement et de recherche se situent dans différentes sous-branches de la philosophie et de l'épistémologie. Je travaille d'un côté dans ce qu'on appelle l'épistémologie ou la philosophie des sciences cognitives. Je travaille aussi en philosophie de l'esprit et en philosophie de la technique. Alors, qu'est-ce que c'est l'épistémologie des sciences cognitives ? Il s'agit d'une réflexion philosophique et historique sur les conditions d'apparition des sciences cognitives, leurs conditions de fonctionnement, qui sont-elles, quelles sont les disciplines qui les composent, quelles sont les grandes questions, les grands débats, les grands problèmes qui les animent, et quelles sont les différentes oppositions théoriques et paradigmatiques qui structurent ce champ de recherche au-delà des différences entre disciplines. Par exemple, la psychologie cognitive et les neurosciences peuvent toutes les deux s'accorder pour défendre un certain modèle de la cognition qui voit la cognition comme étant le résultat de calculs dans le cerveau. D'autres approches, en neurosciences et en psychologie, vont proposer une autre manière de voir la cognition. La cognition ici, c'est plus large que l'esprit, c'est plus large que la conscience, c'est l'ensemble des opérations, des processus par lesquels eh bien, nous sommes capables de percevoir, de raisonner, de reconnaître un visage, de mémoriser, ou encore d'interagir avec les autres et avec le monde. D'autre part, je travaille dans ce qu'on appelle la philosophie de l'esprit, et là, à ce moment-là, je m'intéresse, en tant surtout que philosophe, à une analyse des principaux concepts que nous utilisons dans la psychologie de tous les jours, mais également en sciences, pour parler eh bien, de ce que nous ressentons, ou de la manière dont nous percevons. Mais également, par exemple, de la question des rapports entre le corps et l'esprit. Nous avons tous un corps, nous sommes des êtres matériels. Nous avons également cette capacité que nous partageons avec d'autres animaux à produire des pensées, à ressentir des choses, à être conscient. Comment est-ce que cette capacité serait réalisée eh bien, par le système matériel que nous sommes? Ou est-ce qu'on doit au contraire être dualiste et estimer par exemple eh bien, que l'esprit existe de manière indépendante du corps? Dans les deux cas, que ce soit une réduction de l'esprit au corps ou une dissociation complète, ça soulève évidemment pas mal d'objections, et donc il y a pas mal de débats qui visent à construire des positions intermédiaires entre ces deux extrêmes. Et donc je travaille dans ce champ de recherche. Enfin, troisième champ de recherche, ce qu'on appelle la philosophie de la technique. Je m'intéresse de manière là aussi très large au moyen de différentes traditions philosophiques à la question de savoir eh bien, ce que la technique fait à l'humain. Quels sont les rapports entre humanité et technologie? Généralement, de manière culturelle, mais aussi philosophique, on voit souvent la technique, la technologie, comme étant une conséquence, un résultat ou un effet de la connaissance, de l'intelligence, ou encore de l'humanité. La technique serait secondaire, serait dérivée. Mais on peut aussi, avec certains philosophes et anthropologues, eh bien, considérer que non, au contraire, l'humanité, notre humanité, ce qui nous est propre, nos capacités réflexives, linguistiques, nos activités sociales, eh bien, sont dès le départ rendues possibles, construites ou constituées par la technique. Et ça aussi, il faut le voir, il faut défendre cette thèse, mais voir aussi les conséquences eh bien, qu'elle peut avoir, notamment au niveau de l'éthique. C'est notamment quelque chose que j'ai fait dans mon travail sur le dopage, dont je pourrais vous parler un peu plus tard. Très bien, effectivement, on en parlera plus tard dans un troisième temps. Actuellement, sur quoi travaillez-vous ? Alors en fait, en ce moment, depuis environ 1 an et demi, je mène un travail assez systématique et ambitieux qui vise en fait à reconsidérer une propriété fondamentale en philosophie, qui est l'intentionnalité. C'est, selon beaucoup de philosophes, l'intentionnalité désigne eh bien, justement cette capacité que l'esprit, que la pensée ou la conscience possède de viser des objets qui sont dans le monde. L'idée, c'est que eh bien, la manière fondamentale dont les esprits sont en relation avec le monde, c'est en le visant, c'est en étant dirigé vers lui. J'ai toujours eu, avec beaucoup de philosophes, des problèmes avec cette propriété supposée fondamentale de l'esprit, et j'essaie de montrer en quoi elle n'est qu'une métaphore
très grossière pour définir quelque chose qui n'est pas de la visée, mais c'est une métaphore qui est inspirée de la technique. En effet, la plupart des philosophes qui parlent et qui défendent l'idée de l'intentionnalité parlent justement de visée. Ils font l'analogie avec l'archer. L'idée, c'est que l'esprit vise le monde extérieur, comme l'archer vise une cible. En fait, je montre que ce rapprochement est historiquement attesté, il est intéressant, mais il repose sur une simplification grossière de ce qu'est l'activité de l'archer, qui est une activité avant tout incarnée, avant tout technique. Et une fois qu'on prend en compte les dimensions incarnées et techniques de l'esprit, justement, il n'est plus nécessaire, il est fourvoyant d'y voir une espèce de visée qui présuppose que l'esprit serait séparé du monde. Et je montre qu'avec des philosophes comme Ludwig Wittgenstein ou John Dewey, qu'on peut se passer de cette visée entre l'esprit et le monde. D'accord. Est-ce que ça se place, là je vais vous demander juste un oui-non, est-ce que ça se place du coup dans le cadre énactiviste, cette position que vous avez ? Alors ça se place dans le cadre énactiviste des sciences cognitives, oui, mais ça se veut plus radical que l'énactivisme. D'accord, très bien. Justement à ce sujet, est-ce que vous pourriez nous parler, donc vous êtes responsable de l'UV-SC11, Introduction aux sciences cognitives, à l'UTC au semestre de printemps, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez, pour ceux qui n'ont pas suivi l'UV ou qui sont intéressés pour avoir une sorte de résumé, nous parler des grandes oppositions entre les deux approches principales en sciences cognitives que sont la computation et l'énaction ? D'accord. Alors cet UV-C11 qui est enseigné en automne et au printemps, en automne c'est mon collègue Olivier Gapen qui l'assure, donc s'intitule en effet Théorie des sciences cognitives, computation et énaction. Elle vise à présenter les sciences cognitives dans leur histoire, dans leurs débats, dans leurs questions, dans leur fonctionnement, à partir d'une opposition entre deux grandes manières de faire les sciences cognitives, et donc de penser la cognition, de l'étudier, qui sont d'un côté la computation, de l'autre l'énaction. Alors ce qu'on appelle la computation, ou encore approche computationnelle de la cognition, consiste à définir la cognition sur le modèle des activités de l'ordinateur, des activités computationnelles. Qu'est-ce que c'est computer ? Qu'est-ce que penser, raisonner, mémoriser ? Eh bien c'est pour un système matériel, dans le cas des humains, le cerveau, eh bien c'est manipuler des symboles formels qui sont réalisés, dans le cas de l'humain, dans des neurones, à partir de règles qui sont pour partie innées, pour partie apprises. L'idée, c'est que ces règles, évidemment, un théoricien peut les décrire de l'extérieur, sous forme d'algorithmes représentés, et puis ensuite, éventuellement, les reproduire dans de la matière non vivante, artificielle, comme le propose de le faire une partie de l'intelligence artificielle. Donc, pour cette approche computationnelle, la cognition, elle est à l'intérieur des systèmes, elle est manipulation de symboles qui représentent l'environnement ou le monde extérieur. Dit autrement, l'organisme est au départ distinct ou séparé du monde, il n'y a accès que via des représentations. Dans ce cadre de pensée, la nature technique de la cognition est complètement ignorée, ou du moins mise au second plan. L'idée, c'est que l'intelligence, c'est avant tout une intelligence de manipulation de symboles qui sont des symboles biologiques dans le crâne des individus. À l'encontre de cette approche, l'approche énactive, qui est beaucoup plus récente, puisque l'approche computationnelle apparaît dans les années 1950, là où l'approche énactive apparaît au début des années 90, l'approche énactive se propose de définir la cognition non pas comme étant computation, mais comme étant quelque chose qui émerge, qui est produit par un couplage, par une relation d'interaction entre les organismes vivants, incarnés, et leur environnement. Alors leur environnement, ça peut être un environnement, on va dire, une niche écologique, mais ça peut aussi être, et surtout dans le cas des humains, un environnement qui est techniquement et culturellement structuré. Dans cette approche, la cognition n'est pas dans la tête, c'est pas une émanation du cerveau. La cognition, c'est encore une fois ce qui se construit, ce qui se transforme, ce qui peut s'étendre, se diminuer et même disparaître, en vertu des formes de couplage qui existent entre l'organisme et l'environnement. Concrètement, l'approche énactive va essayer de lire, de modéliser, d'expliquer différemment de très nombreux phénomènes cognitifs. Prenez par exemple la mémoire. Dans une approche computationnelle, la mémoire est avant tout mémoire biologique. Elle consiste dans les mécanismes qui permettent de stocker et de récupérer de l'information sous différents formats. Des images, des propositions pour différentes tâches. Mais la mémoire est avant tout une mémoire, si vous voulez, dans le système. Dans l'approche énactive, on insiste sur le fait que, bien souvent, les systèmes cognitifs, en tout cas humains, utilisent en permanence l'environnement pour mémoriser de l'information. Information qu'ils peuvent notamment inscrire
objectivés dans des supports externes qu'ils peuvent aussi partager, supports externes qui ont évidemment une durabilité que n'a pas la mémoire biologique, dont on ne nie pas l'existence, mais il s'agit simplement d'étendre les ressources de la mémoire au-delà de ce que peut faire et ne pas faire le cerveau. Dans le cadre de cet exemple plus concret qui est la mémoire, dans le cadre de l'énaction, et si j'ai bien compris, il n'y a pas de représentation. Comment du coup est qualifiée la mémoire? Elle est qualifiée donc par son exosomatisation, oui. Mais pas uniquement, puisque comme vous le disiez, la mémoire biologique n'est pas niée, mais elle n'est pas représentation, c'est bien ça? Tout à fait. Alors dans cette optique, et c'est une question, cette question est proche de débats très actuels, il s'agit de voir ce qui relève de la mémoire biologique, non pas comme étant des représentations d'événements, non pas non plus comme des traces, mais comme des capacités à retrouver de l'information ou de la connaissance par l'action ou dans le monde. C'est-à-dire que là, je suis capable de me rappeler de très nombreuses choses, d'accord ? L'idée, c'est que les mécanismes qui rendent possible cela en moi, ce ne sont pas des représentations des événements passés ou dont je me rappelle, ce sont des capacités, à les verbaliser, à les justifier, à les montrer à quelqu'un. Dit autrement, les structures cérébrales ne sont pas des représentations, mais des capacités à produire de l'information. Mais ce n'est pas parce qu'une structure est une capacité à produire une connaissance ou une information qu'elle est une représentation de l'information ou de la connaissance. Finalement, si je comprends bien, l'énaction est vraiment, dans le mot énaction, il y a vraiment le mot action. Finalement, il n'y a pas de représentation, il y a de l'émergence par l'action. Tout à fait, et c'est d'ailleurs l'étymologie du terme français énaction, qui provient de l'anglais to enact. En anglais, to enact, c'est faire advenir, faire émerger. C'est une activité qui produit continuellement quelque chose de nouveau. Très bien. Ok, merci. Donc là, on a parlé d'un petit peu de sciences cognitives. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de philosophie des techniques et donc de l'exemple que vous évoquiez sur le dopage? Oui, alors donc, mon travail en philosophie des techniques s'est fait d'un côté à partir d'une réflexion très générale et très abstraite, en fait, sur les relations entre humanité et technologie, mais j'ai aussi souhaité, pas seulement pour la compléter, mais pour la rendre davantage ouverte et vivante, l'appliquer à un exemple de débat contemporain extrêmement concret. Et j'ai choisi, pour diverses raisons, la question du dopage sportif. C'est intéressant parce que c'est un débat de société sur lequel tout le monde ou presque a un avis. Et que ce soit les sportifs, que ce soit les journalistes, que ce soit les instances gouvernementales, que ce soit les spectateurs, tout le monde estime avoir un avis fondé sur le dopage, qui généralement évidemment est un avis extrêmement négatif. Or, je me suis intéressé aux différents arguments, aux différents motifs qu'on pouvait trouver dans la presse, dans les débats, dans les règlements, et qui font qu'on estime que le dopage sportif doit être par principe interdit et est une mauvaise chose. Différents arguments sont invoqués. Le dopage serait mauvais pour la santé. Le dopage mettrait en péril l'égalité des chances entre les athlètes. Ou encore, le dopage serait artificiel. Tous ces arguments, en fait, j'ai essayé de le montrer, reposent sur des présupposés philosophiques extrêmement contestables. Prenez par exemple l'argument sur lequel le dopage sportif est mal parce qu'il est artificiel. Ça suppose que l'activité sportive ne peut pas être artificielle. Or, qu'y a-t-il comme exemple d'activité artificielle ? Enfin, le dopage est peut-être une activité où il est très difficile de voir une naturalité du corps présent. Le corps sportif est en permanence entraîné, sculpté, formé, outillé, pour justement rendre possible la performance. À ce moment-là, on comprend pas pourquoi, des artifices comme une piste d'athlétisme ou des baskets devraient être des manières légitimes d'augmenter la performance, là où, encore une fois, l'ingestion de certaines substances serait nécessairement mauvaise. En tout cas, l'argument, la distinction nature-artifice est assez contestable. De même, l'idée que le dopage devrait être interdit parce qu'il est mauvais pour la santé, parce qu'il met en péril la santé des athlètes, repose sur le principe que le sport du haut niveau, encore une fois, c'est le seul sport dont je parle, est naturellement bon pour la santé. Or là aussi, de nombreux travaux, notamment en sociologie,
mais également de biographies de sportifs, montrent à quel point le sport du haut niveau, dans sa pratique intensive, eh bien, peut être extrêmement destructeur, à la fois pour les corps des sportifs, mais également, si vous voulez, pour leur vécu psychologique, sous la forme de la pression qui est générée. Donc là aussi, une des hypothèses de mon travail, eh bien, c'est que finalement, le dopage paye un petit peu pour l'artificialité et la dangerosité générale du sport du haut niveau. En se focalisant sur le dopage, en fait, on a l'impression que le sport de haut niveau, à côté de ça, il est parfaitement irréprochable. C'est une thèse que j'appelle le dopage rend le sport propre. Alors, en se focalisant sur le dopage, on fait comme si le sport était naturellement propre, ce qui est quelque chose d'extrêmement contestable. Alors mon travail évidemment ne vise pas à légitimer, à encourager l'usage de produits dopants. Non, ce sont des décisions qui relèvent des individus, simplement à montrer que les différents arguments éthiques que généralement les sportifs, les dirigeants et le grand public mobilisent sont des arguments qui, comme tous les arguments, sont des arguments qui méritent d'être approfondis et discutés. Et bien souvent, en les creusant ici au moyen de l'éthique et de la philosophie technique, on met en avant des problèmes ou des impasses auxquels les gens ne pensent pas spontanément. Très bien. Bon, merci beaucoup pour votre temps et pour vos réponses. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en mot de la fin ? Non, si ce n'est de rappeler et de prendre l'occasion pour dire à quel point l'UTC est un environnement d'enseignement et de recherche à tout point remarquable, stimulant et encourageant, pour faire un travail de philosophie comme je le fais, qui est à la fois en prise avec des questions très concrètes, mais aussi avec des problèmes de philosophie beaucoup plus généraux, qu'il est très intéressant de connecter, encore une fois, à des questions de technologie et aux intérêts et aux questions posées notamment par les étudiants. Très bien. Bon, merci beaucoup et une prochaine sur notre chaîne. Merci.